Vol de feu, volume 1, par Quentin Clément. Partie 6. L'illusion de Phénix. Nom, Urit Tanam. Race, Banoar. Vu pour la dernière fois, frontière Vanit. Recherché mort par Gunnar. Méfait, parle aux autorités. Prime, 5000 mérites. Note supplémentaire, un mouchard à courte portée a été placé sur son appareil. Ancien comptable, il ne sait pas se battre. James, Bagar et Okkar, encerclés par 5 gros bras de la mafia de Kyr, observaient la vue superbe que leur laissait voir la vitre de l'ascenseur extérieur du petit immeuble de 50 étages appartenant au parrain de la mafia locale. Kyr était une planète qui ne semblait pas avoir de charme au premier abord. En réalité, c'était un gigantesque centre industriel en bordure de l'Empire Sovat. On ne voyait pas grand-chose d'autre que des usines camouflées sous des draps de fumée noire dont on ne distinguait que le bout des cheminées, dépassées de cet environnement pollué où rien ne pouvait vivre. En journée, c'était une misère. Des ouvriers de toutes les races couverts de crasse et forcés de porter des masques à gaz qui n'arrêtaient pas l'odeur nauséabonde de cette planète colonisée par les Sovats au début de leur expansion spatiale, alors qu'ils ne savaient pas encore aussi bien traiter les déchets qu'aujourd'hui. Mais la nuit était très différente. Si Kyr n'était plus habitable depuis longtemps, elle possédait un anneau d'astéroïdes où ses travailleurs vivaient dans de bonnes conditions. Appartements du plus humble au plus luxueux, restaurants, bars, théâtres. De véritables villes s'étaient formées sur ces gigantesques pierres flottantes de quelques centaines de kilomètres de diamètre, mais aussi à l'intérieur de certaines. Et sans oublier les nombreuses stations spatiales de divertissement qui avaient vu le jour au fil des siècles. Depuis la planète, à la nuit tombée, le ciel était magnifiquement éclairé par ces milliards de lumières venant des cités de l'anneau. Mais ces villes avaient évidemment leur lot de criminalité, de petits larcins aux gangs les plus organisés jusqu'à certaines organisations paramilitaires vivant hors la loi. Tous étaient sous l'autorité de la mafia de Kyr, véritable empire du crime régnant d'une main de maître sur la planète et son anneau. Et au sommet de la hiérarchie criminelle, on trouvait Gunnar. Un Sovat anciennement héros de guerre qui avait mené plus d'un assaut contre des bases avancées que les Girkovars, un clan Tanar indépendant, avaient fondé trop proche de l'espace impérial. Également l'ancien employeur de Bagar. Gunnar te fait savoir qu'il a un travail pour toi. C'était ainsi que Bagar avait été abordé par une ancienne relation de travail sur Kuz, alors qu'il livrait Dagan. « Je ne suis plus dans ce genre d'affaires », avait-il répondu, mais on lui avait certifié qu'au contraire c'était précisément son genre d'affaires. James s'était d'abord opposé à l'idée d'aller voir cet empereur du crime sans plus de détails, mais Bagar s'en était porté garant, affirmant que même s'il était hors la loi, Gunnar était un homme d'honneur en qui il avait confiance. Il fut finalement décidé d'au moins aller voir ce qu'il voulait. Et maintenant, ils étaient dans un ascenseur les menant au 50e étage d'une véritable fourmilière de criminels dont la plupart auraient certainement adoré faire la peau à une bande de chasseurs de primes. Conrad était pour le moins mal à l'aise. L'appareil fit finalement halte et une porte s'ouvrit sur un long couloir au bout duquel on trouvait l'entrée du bureau de Gunnar. Toujours sous bonne escorte, le trio avança jusqu'au fond et un gros bras toqua. « Entrez !» leur répondit-on. On ouvrit la porte, mais juste avant de la passer, Bagar souffla à l'oreille de ses collègues. « Surtout n'oubliez pas, ne faites aucune remarque sur son fauteuil roulant si vous voulez sortir d'ici vivant. » Ils entrèrent tous dans un bureau excessivement luxueux. Un lustre d'or et de cristal pendait à un plafond voûté sur lequel était peint de manière stylisée à la manière d'une fresque antique la planète Kyr autour de laquelle gravitaient les villes astéroïdes. Les murs, couverts de velours rouge et doré, sentaient presque autant le fric que le mobilier de bois finement ouvragé et incrusté d'or. « Bagar !» fit un Sovat en fauteuil roulant qui s'avançait vers le trio. Gunnar. Les deux vinrent l'un à l'autre et se poignèrent par l'avant-bras, crête frétillante en signe d'amitié. Le puissant parrain jeta un regard à ses hommes. « Laissez-nous seuls. » Les gros bras quittèrent immédiatement la pièce et leur patron fit rouler son véhicule jusqu'à son bureau. « D'abord, je te remercie pour ta discrétion, » dit-il à Bagar. « Quand j'ai su que tu étais devenu chasseur de primes, j'ai immédiatement dépêché une troupe pour te faire la peau si tu venais faire du mal à mes affaires. Mais j'ai vite remarqué que ton équipe restait bien en dehors de mon domaine. La loyauté est rare, cher capitaine. »« C'est vrai, » répondit James. « Mais Bagar est un homme de parole, et même si aujourd'hui on a besoin de travailler avec des personnes qui vous vendent dehors la loi, il a toujours autant de mépris pour les balances. Jamais il n'en deviendra une lui-même. » Gunnar attendit que Conrad finisse de parler, alors que sa crête se levait avec colère. « Pourquoi il me parle, lui ?» demanda-t-il à Bagar. Puis il se tourna vers James. « Pourquoi tu me parles, toi ? Je discute avec ton capitaine. T'es qui pour me parler ?»«
Le capitaine du vol de feu, répondit sèchement Conrad, qui commençait à en avoir marre qu'on pense que Bagarre était son supérieur. En réalité, c'est avec moi que vous faites affaire. Gunnar répondit lentement, sa crête ne cachant pas un certain mépris. Un humain fier d'être à la tête de quoi? 5 chasseurs de primes? Je parie que tu racontes à tout le monde comment tu es fier de t'être fait ta cicatrice au front, et je parie qu'en réalité elle te sert juste à draguer des femelles. Si ça se trouve, tu te l'es faite toi-même juste pour ça, et tu es face à la personne la plus puissante de ce putain de système stellaire, alors je fais affaire avec qui je veux. Conrad se sentit pâlir et baissa la tête avant de reculer d'un pas. Rocard ne comprit pas pourquoi son capitaine tombait assis en lambeaux, ce n'était pas dans son habitude. Certainement le rappel que même si Bagarre avait ses entrées ici, ils étaient quand même en territoire hostile. Finalement, il valait mieux baisser la tête. « Je t'écoute », lança Bagarre pour mettre fin aux hostilités et revenir sur le business. « Je veux la peau d'Urit et tu vas me la ramener. »« Urit Tanam ? Pourquoi tu fais appel à nous? Tu as pas assez de porte-flingue à tes ordres ?»« J'ai confiance en ta discrétion, pas en celle de tous mes hommes. Urit a balancé le cartel de Logar, et comme c'était un de mes gars, ça pourrait nuire à ma réputation si ça se savait. Logar a eu la courtoisie de me prévenir pour que je règle ça moi-même. Je ne sais pas comment ce sale rat a su que j'avais soudoyé les autorités pour qu'il ait un accident quand il était sous protection des témoins, mais depuis, il a disparu. Son vaisseau avait un mouchard. Je sais qu'il a passé la frontière avec le territoire de l'Alliance Vanite, mais on a perdu son signal ensuite. Si ça vous intéresse, je vous verserai 5000 mérites contre une preuve de sa mort. Bagarre se tourna vers James. Le vrai capitaine du vol de feu se risqua une réponse. « D'accord pour 15 000, fit-il, alors qu'il semblait avoir repris confiance en lui. « Tu plaisantes? Ce n'est qu'un comptable, il sait même pas se servir d'un flingue. » 5 000, c'est même pas assez pour couvrir nos frais. On sait pas où il est, on risque de le chercher longtemps, et je dois payer mon carburant, nourrir mes hommes. En plus, j'ai cru comprendre que vous payez pour notre discrétion. Je ne paye pas pour la discrétion. La discrétion est une condition sine qua non à rester en vie. Mais nous avons un accord pour 10 000. James s'avança vers le Sovat et ils se poignèrent par l'avant-bras. 10 000, ça roule. Le parrain en fauteuil roulant se figea. Ça... quoi? Conrad pâlit encore une fois, dans un profond malaise, alors qu'Ocar pouffait de rire dans son dos, tentant maladroitement de se rattraper, le capitaine balbutia. « Non, je veux dire, ça marche !» Ce qui n'était pas mieux. Le Sovat le lâcha. « Tirez-vous d'ici avant que je vous fasse buter. » Chers camarades, nous venons de passer la frontière avec l'Alliance Vanite, s'écria la voix de Rip dans le communicateur de l'équipage. Ça va faire du bien de pas devoir surveiller notre dos pendant un moment, souffla le capitaine. On n'a pas d'ennemis dans le coin? Demanda Elgor. C'est bien, ça change. Les Ragars sont des têtes de nœud, répondit Riley. Mais à part ça, ça va, les Vanites sont sympas. Eh, je te signale que c'est mon peuple que tu traites de tête de nœud, attaqua le pilote. Et alors, dis-le si j'ai pas raison. Le regard lui sourit depuis le poste de pilotage. Non, même moi je suis pas de mauvaise foi à ce point-là. Et même ces deux emmerdeurs qui s'engueulent pas, s'écria le capitaine. C'est vraiment une bonne journée qui s'annonce. Reste plus qu'à trouver notre cible, fit remarquer Riley. Je ne capte pas encore le signal du mouchard. Le capitaine enclencha son communicateur. Bagarre, tu me reçois? Je suis là, Cap. Tu le connais bien, cet Urit Tanam? On peut pas dire bien, non. Pourquoi? On a du mal à trouver son signal, t'as pas une idée du genre d'endroit, du type de planète qu'il affectionne pour se planquer? Là, comme ça, je dirais qu'il se cache sûrement sur une planète inhabitée, ou au moins très peu. Il va certainement se faire oublier un moment, dans un coin isolé. Ou bien quelqu'un le planque. Quelqu'un qu'il connaît bien, mais que les hommes de Gunnar connaissent pas. Ouais, donc soit il est sur une planète inhabitée, soit il est sur une planète habitée, c'est ça que tu me dis? Ouais. Ben ça m'aide pas. Ouais. Bagarre, terminé. James soupira d'agacement. Des fois, j'ai envie de le... Merde! S'écria Riley. Cap, un vaisseau vient de sortir du mode furtif, juste derrière nous. Il tente d'intercepter notre... Soudain, le vol de feu cessa sa course dans l'espace. Son super réacteur permettant de voyager au-delà de la vitesse de la lumière arrêté net par une intrusion informatique de l'ennemi. Par la baie vitrée du centre de commandement, on pouvait voir un appareil 2 fois plus gros et mieux armé que le bélier des chasseurs de primes. C'est un force royale, expliqua Elgor. On peut pas se frotter à ça. Une communication entra. Sans même que l'équipage ne puisse accepter ou refuser, un écran holographique apparut, montrant un humain à l'air mauvais. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux origines africaines bien marquées, à la carrure impressionnante et aux traits durs. Une barbiche grisonnante bien taillée englobait une bouche aux lèvres pulpeuses.
Des cheveux poivrés sales mi-longs tirés en arrière lui donnaient une allure de vieux vétéran militaire impitoyable, alors que son regard dur, borgne de l'œil droit, ne mentait pas sur ses intentions agressives. « James Conrad, je suis Alexander Rogue, commandant du Tempête. Mon équipage et moi-même avons été commandés par le gouvernement libre d'Erduk pour vous y ramener. Rendez-vous maintenant, ou nous ouvrons le feu et plusieurs d'entre vous mourront. » Alexander Rogue, un nom bien connu, une brute dont la réputation de guerrier féroce n'était plus à faire parmi les chasseurs de primes. Vous avez 3 minutes pour déployer votre sas et vous connecter à nous, après quoi nous ouvrirons le feu, ou vous pouvez toujours essayer de frapper les premiers. Et l'écran disparut. Bon, on décampe d'ici, ordonna le capitaine sans attendre. Impossible, répondit Al Gore. En désactivant notre super réacteur, il l'a fait surchauffer. On ne peut pas s'échapper avant qu'il refroidisse et ça va prendre un moment. James activa son communicateur. Ocar, descends à la salle des machines tout de suite et fais-moi refroidir les composants du super réacteur. Déjà sur le coup, chef, il se passe quoi là-haut? On est attaqué par Alexander Rogue. Ah ok, je vois, c'est la grosse merde. Il y aura des explosions? James sourit. Ouais, Ocar, il y aura des explosions. Alors c'est cool, Ocar, terminé. Riley? La jeune fille était déjà en train de taper frénétiquement sur son clavier holographique. J'essaie de désactiver leur armement et leur propulseur, mais j'ai un mal de chien entré dans leur système. Ils sont un hacker qui me jette dehors dès que je réussis quelque chose. Cet enculé est pas mauvais. Est-ce qu'il est meilleur que toi? Tu sais très bien que non. Parfait. Elgor? Je suis presque prêt au combat. Il faut juste que... Il leva son doigt dans un geste théâtral dont il avait l'habitude. Qu'on m'apporte ma pharmacie! Et merde! Le capitaine se leva et prit la boîte de drogue qu'il tendit au regard avant de le laisser y faire sa sélection et de se remettre à sa place. Très bien, je vous préviens, ça va chier. Ils ont un meilleur armement et un bouclier méchamment plus sophistiqué. On ne survivra pas longtemps en se battant de front. Il faut qu'on survive et qu'on esquive leurs tirs. On se concentre là-dessus. Pas la peine de les aligner pour riposter, ce serait gaspiller des munitions. Tout ce qu'on doit faire, c'est survivre jusqu'à ce que la surchauffe du super réacteur soit calmée. Objectif de mission, pas crever, ricana Elgor en avalant plusieurs comprimés. Ça me convient. Le vol de feu s'élança avec la pleine puissance de ses propulseurs dans une vrille des plus élégantes avant de se jeter droit sur l'ennemi. « Mais qu'est-ce que tu fous » hurla le capitaine. « Toi, qu'est-ce que tu fous » rétorqua le pilote. « T'as laissé les commandes du vaisseau à un drogué qui vient de s'envoyer une bonne dose d'excitant !» Il ne fallut pas quelques secondes aux tempêtes pour réagir et ouvrir le feu alors qu'une salve de mitrailleuses lourdes s'élançait sur le vol de feu qui braqua violemment pour esquiver. La manœuvre absolument inconsciente d'Elgor porta ses fruits puisque, un petit changement de direction plus tard, l'équipage de Conrad passait sous le vaisseau de Rogue. « T'as parlé de leur armement » expliqua le Ragar, « mais pas de notre mobilité bien supérieure. On est déjà dans leur dos et faire demi-tour pour nous tirer dessus, ça va leur prendre... » Un violent choc secoua le vol de feu. Moins longtemps que prévu. En effet, ayant probablement anticipé la manœuvre d'Elgor, le Tempête avait déjà terminé sa manœuvre de demi-tour et poursuivait maintenant le vol de feu, toute arme sortie. La voix d'Ocar crépita dans le communicateur. « Les gars, je vous rappelle que je dois faire refroidir la surchauffe du super réacteur, alors on se calme avec les propulseurs, les faire chauffer, ça aide pas !» Le pilote répondit. « Je te rappelle que j'essaie de nous empêcher de crever, alors on se calme avec les remarques de merde, ça aide pas non plus !» Il esquiva une nouvelle salve de mitrailleuses. Ils ont lancé une torpille, prévint le capitaine. Mais le vol de feu ne put pas esquiver le projectile lancé à un moment plus qu'inopportun, alors qu'Elgor évitait déjà les balles tirées sur eux. Une nouvelle secousse, alors que plusieurs voyants s'illuminaient en rouge. Les boucliers sont presque HS, racha James. Dans la salle des machines, un jet de vapeur traversa la paroi du générateur de bouclier, lui aussi en surchauffe, alors qu'Ocar, couvert de transpiration, tentait par tous les moyens de détourner les systèmes de refroidissement vers le super réacteur. Putain de merde! Il se jeta sur la fuite et arracha un câble pour le changer immédiatement par un autre et la vapeur se dissipa. Ça devrait aider le bouclier à tenir encore le coup. Une nouvelle secousse et une fumée noire sous bonne pression fit presque éclater la paroi du générateur de bouclier. « Vous faites chier !» hurla Ocar à l'attention d'un équipage qui ne pouvait pas l'entendre. Il débrancha purement et simplement les défenses du vaisseau, arracha les câbles de refroidissement et les connecta au supergénérateur dont la température baissa drastiquement. « C'est bon, plus qu'une minute !» « Et dans ta gueule, connard !» hurla Riley. « T'as pu pénétrer le système ?» demanda le capitaine. « Pénétrer ? Je lui ai défoncé sa schneck de petite salope à leur système plutôt. Et voilà, plus de propulseur !»« La surchauffe du super réacteur s'est résorbée !» cria Elgor. « J'enclenche la super navigation !» À bord du Tempête, Alexander Rogue commandait son équipage depuis un fauteuil surélevé à l'arrière du centre de commandement. « Capitaine, ils enclenchent la super navigation !»« Tirez une torpille !»
Le projectile s'élança à vive allure dans le vide de l'espace, mais sa cible se volatilisa juste avant l'impact, et la torpille termina sa course un peu plus loin pour exploser, seule. Rogue se leva et approcha du poste informatique. « Bordel de merde, pourquoi on n'avance plus ?» Timidement, le responsable se décala pour laisser à son chef la vision d'un écran figé sur le texte. « T'as encore des progrès à faire en informatique, la pucelle. » L'impitoyable chasseur de primes retourna à son siège pour s'y écrouler. Il ricana un instant. « Bravo, Conrad. Bravo. Mais je vais pas lâcher l'affaire, crois-moi. Il y aura une prochaine fois. » La fuite expéditive du vol de feu ne dura que quelques minutes avant que le super réacteur ne tombe à nouveau en panne. James activa son communicateur. « Ocar, merci de nous avoir tirés de là, mais pourquoi on est encore bloqué ?»« T'imagines pas la merde qu'il y a ici !» cria la voix du mécano qui essayait de couvrir le brouhaha de toutes sortes de grincements et autres jets de gaz sous pression. « On a échappé à Rogue, mais si on se pose pas pour faire des réparations, on va exploser dans les 7 ou 8 heures. » « Bien reçu, on va trouver un endroit calme. Riley ?» À son poste, la jeune fille lisa un rapport issu des données récupérées lors du hacking du Tempête. « On n'était pas la cible du Rogue, il était juste en chasse. Il y a quelques jours, ils ont croisé Urid Tanam. Il a pu leur échapper, mais son vaisseau s'est crashé sur Phoenix. C'est proche, on peut y être en 2 heures, même sans superpropulsion. On peut y faire nos réparations, mais ils ont probablement pas laissé un dépôt d'Urid là-bas. Bah si, justement, l'atmosphère de Phoenix est excessivement toxique et c'est dangereux de s'y aventurer, même avec une combinaison. Et chercher partout sur la planète aurait pris trop de temps pour 5000 malheureux mérites, du coup ils ont abandonné la poursuite. Mais nous, on a le signal de son mouchard et on est payé 10 000 mérites, intervint Gore. Eh ben des fois on a quand même de la chance. Très bien Riley, envoie les coordonnées de Phoenix au poste de pilotage et celle du mouchard dès qu'on sera assez proche. Elgor, tu nous y amènes. C'est parti! Seule âme errante perdue en orbite d'une étoile depuis des millénaires abandonnée, Phoenix avait été déclarée planète morte dès sa découverte. Elle aurait pu abriter la vie il y a des milliards d'années, mais un cataclysme inexplicable avait rendu son air irrespirable, un véritable gaz mortel capable de réduire à néant toute forme de vie. Et les mers s'asséchèrent, plongeant la planète dans un chaos d'orages, de tempêtes et d'incessantes pluies acides, tombant sur un sol impeccablement sec. De véritables énigmes pour la science qui pourtant avait reçu l'interdiction de tous les gouvernements de l'Alliance d'effectuer des recherches dans cet environnement instable ayant déjà coûté la vie à un trop grand nombre de scientifiques. Et Phoenix, tel un spectre au passé à jamais oublié, continuait son errance isolée dans la solitude de l'espace. Une silhouette fantomatique enveloppée dans un voile de nuages mauves dont approchait le vol de feu, à peine conscient des forces en présence dans ce lieu reculé de la galaxie. Arnel pénétra le centre de commandement. « Vous êtes certain que c'est une bonne idée de se poser là ?»« On n'a pas trop le choix, répondit Elgor. Selon Ocar, on n'a plus que quelques heures pour effectuer les réparations. Je ne te savais pas superstitieux, remarqua le capitaine. Je me méfie bien plus à cause des décisions scientifiques ayant interdit l'accès à cette planète qu'à cause des croyances de mon peuple. L'astrisme, la religion la plus répandue de la galaxie, une croyance née sur Darn, encore très présente chez ce peuple jusqu'aux plus hautes sphères de leur gouvernement, selon laquelle les planètes et les étoiles seraient pourvues d'une âme. Selon eux, les astres étaient des déesses qu'il fallait vénérer pour avoir donné la vie. Quant aux planètes mortes ayant autrefois abrité une faune ou une flore, elles étaient réputées pour être des lieux de deuil et de souffrance, interdits car entre d'âmes errantes et résidence d'une déesse rendue folle de chagrin. Toutes sortes de superstitions gravitaient autour de ces lieux, toutes s'accordant sur leur danger. « On n'est pas tous des croyants, ajouta Arnel. « J'ai accroché le signal du rite, prévient Riley. Il est proche du pôle magnétique, on devrait y être dans 1 heure. Ocar, appela James dans son communicateur. On va se poser dans 1 heure, ça ira pour toi? Je suis sorti de la salle des machines, ça devenait une vraie fournaise. Dès qu'on sera posé, ça ira mieux, mais faut plus perdre de temps. Bien reçu, cap sur les coordonnées. La surface de Phoenix était une véritable vision d'apocalypse. Une terre sèche, rigide, un caillou couvert de cratères et de pics acérés, où pleuvaient des coups de tonnerre autant que l'acide, alors que des épais nuages obstruaient totalement la lumière de l'étoile pourtant si proche. Seuls les éclairages du vol de feu et les incessants éclairs offraient de la visibilité dans cette nuit sans fin. « Cap, t'es certain de vouloir sortir ?» demanda Elgor. « Va bien falloir, » répondit James qui n'était pas si sûr de lui. « On a un contrat et on doit l'honorer. »« Depuis quand l'honneur te préoccupe ?» demanda Arnold. « Mais depuis toujours, merde! Tu sais comment je me suis fait cette cicatrice ?» Le dernier lui sourit. « C'est bon, j'ai compris.
On a le vaisseau en visu, coupa Elgor. Je lance le scan, ajouta Riley. Quelques minutes passèrent alors que l'équipage scrutait ce qu'il pouvait voir de la surface de Phoenix. Lorsque Rip eut fini son ouvrage, elle observait l'écran holographique d'un air perplexe. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda James. « C'est bizarre, il n'y a aucune trace du rite, ni dans son vaisseau, ni en dehors. Mais à quelques centaines de mètres, je détecte une porte métallique qui semble donner sur une sorte de bunker souterrain. Le scanner ne va pas beaucoup plus loin, il est bloqué par je ne sais quel système. Mais ça a l'air abandonné depuis un bout de temps. » « Une base scientifique abandonnée, conclut Arnel. Il a dû y trouver refuge. S'il y a encore des rations et que le système de survie est opérationnel, il peut y rester quelques décennies. Ce ne sera pas un jour de plus, déclara le capitaine. Rip, entre dans leur réseau, trouve-moi un plan et localise Urit. J'essaye, mais ça marche pas. Leur informatique ressemble à rien que je connaisse. Elle est même pas détectée par mes programmes de hacking. Un complexe militaire secret ? Demanda Elgor. J'ai dit que je le connaissais pas. Si c'était un ancien code militaire vanite, je le connaîtrais, tu peux me croire. Et puis même le plus secret des codes secrets, militaires ou non, fonctionne sur un système informatique. Ici, je te le répète, je n'en détecte aucun. Peut-être parce qu'il n'en utilisait pas, remarqua Arnel. Quoi ? Mais c'est complètement débile. Non, ça l'est pas. Phoenix a autrefois abrité la vie. Et si on était face aux ruines d'une ancienne civilisation qui utilisait un système tellement différent de notre informatique que tu ne pouvais pas le voir ? Riley porta sur son écran un regard rêveur. Si c'est le cas, intervint James, c'est beaucoup trop cool pour ne pas aller voir. Et puis qui sait, si ça se trouve, on est en train de faire une découverte archéologique que l'Alliance payera cher. Le capitaine se leva de son siège. Je prends Bagarre avec moi, on enfile nos combinaisons de protection, on descend sur ce caillou et après, on descend Urit Tanam. Je viens avec vous, déclara Arnel. Je suis bien trop curieux pour rester ici, et si l'un de vous se blesse, je dois être présent. Très bien, rendez-vous au SAS dans 15 minutes, en combinaison et armé. 15 minutes plus tard, James, Bagarre et Arnel se retrouvèrent au SAS pour descendre sur la surface de la terrifiante Phoenix, habillés de scaphandres gris totalement étanches et relativement serrés, une bombonne d'air dans leur dos, reliée à leur casque vitré. On ouvre la porte. Le SAS se déploya sur une vision de cauchemar qu'ils allaient devoir traverser sur 50 mètres jusqu'à cette fameuse porte. Le tonnerre incessant ponctuait une pluie abondante qui rendait opaque la visibilité, déjà amoindrie par la nuit nuageuse, alors que les lampes torches de leur casque n'éclairaient qu'à peine. Un voyage court et éprouvant pour les nerfs, même s'il se passa sans encombre, jusqu'à un rocher d'une trentaine de mètres de haut, dans lequel était taillée une entrée plus grande qu'un homme, en forme de triangle, et donnant sur une porte de métal. Lorsque le trio s'approcha, des sabots inconnus de verre phosphorescent, baignant dans une lueur bleutée. « Halte !» s'écria James. « C'est dangereux, tu crois ?» demanda Bagarre. « Évidemment que ça l'est !» répondit Arnel qui ne cessa pas son avancée. Le dernier s'approcha jusqu'à être tout proche. « Putain, j'avais raison. Ces trucs, c'est des lettres, des mots, une orthographe, mais d'une civilisation inconnue. » Le triangle de métal devint si lumineux qu'il rendait de la visibilité aux alentours. 2 mots semblaient s'éclairer à gauche et à droite, un peu plus haut que l'aurait été la tête de Bagarre, et tout au-dessus, une autre inscription qui clignotait en rouge. Ça n'a pas l'air de produire de chaleur. Arnel approcha sa main du mot de gauche quand soudain, dans un hurlement mécanique, la porte commença à s'ouvrir. Le dernier épaula son arme et recula vers ses 2 compagnons qui tenaient l'entrée en joue, alors que le triangle s'enfonçait doucement dans le sol, découvrant un escalier menant à un étage inférieur. « Franchement, vous êtes certain de vouloir entrer là-dedans » demanda Bagarre. « Et ton instinct d'aventurier, il te dit quoi ?» plaisanta James. « Il est en vacances avec ton instinct de survie. » Le capitaine ricana. « Parfait, car là tout de suite, mon instinct de survie m'aurait ralenti. » Et le trio se mit en marche, passant la porte vers l'inconnu, s'enfonçant dans le sol de Phoenix, alors que le triangle se relevait dans leur dos, jusqu'à les couper totalement de l'extérieur. Lorsque la sortie fut totalement barrée, la même lueur bleutée qui avait illuminé les inscriptions commença à émaner des murs, baignant l'escalier dans une lumière qui aurait pu être apaisante pour un équipage qui n'aurait pas déjà été totalement terrifié. Le trio entama sa descente, remarquant que les marches étaient facilement 1,5 fois plus longues et 2 fois plus hautes que celles d'un escalier habituel. Ils arrivèrent à une porte. Celle-ci, visiblement en panne, restait bloquée et à demi fermée. Ils passèrent dans une salle beaucoup plus grande. Toujours baignant dans la même lueur, ce qui semblait être le reste d'un bureau d'accueil se trouvait au centre de cette pièce, derrière lequel 3 couloirs partaient dans différentes directions. « On se sépare ?» proposa Bagarre.
Impossible, opposa James. Je plaisantais. Vous me faites chier, vous les sauvates, avec votre ton monocorde. Jamais moyen de savoir quand vous êtes sérieux et quand vous l'êtes pas. Et on se calme sur le racisme 2 secondes. Ils furent coupés par des bruits de course, s'éloignant d'eux par le couloir central. Ils épaulèrent leurs armes, mais ne virent personne. Rien ne peut survivre sur cette planète, n'est-ce pas? Demanda James, la respiration accélérée. Rien du tout, répondit Arnel sur un ton qui se voulait rassurant, plus pour lui que pour les autres, qui cachaient mal son stress. C'est Urit Tanam, avançons. Ils reprirent leur route, marchant sans baisser leurs armes, attentifs au moindre signe d'activité, totalement sous tension. Ils arrivèrent finalement dans une salle immense aux proportions surréalistes, débouchant sur une dizaine de couloirs. Au centre, une table haute de près de 4 mètres et large d'une quinzaine était entourée d'une dizaine de sièges dont les pieds montaient plus haut qu'un homme. Face à cette vision, les chasseurs de primes baissèrent leurs armes, ébahis par ce sentiment d'être minuscules. Putain, souffla Bagarre. Les créatures, les personnes qui vivaient ici, elles étaient gigantesques. Je confirme, répondit Arnel avec rêverie. Ça ne ressemble à aucune race connue. Il approcha de la table et l'effleura du bout des doigts. Mais ça date de combien de temps et comment ils ont disparu? La vraie question, intervint le capitaine, c'est pourquoi l'Alliance a arrêté les recherches et pourquoi ils ont gardé cette découverte secrète. Ils ne les ont peut-être jamais trouvés? Ça m'étonnerait vraiment. Un son sembla sortir des murs, une voix caverneuse, robotique, hostile. Nakarash Ugan Medrik, Dana Kurvash. Arnel recula alors que le haut de la table commençait à s'illuminer. Les chasseurs de primes épaulèrent à nouveau leurs armes alors qu'une image holographique apparaissait entre eux, au sol. C'était une planète, isolée. Elle n'était en orbite d'aucune étoile, mais semblait produire sa propre lumière. Au loin, une sorte de calamar monstrueux apparut. Il semblait flotter dans le vide de l'espace et avancer vers la planète. Plus il en approchait, plus on le voyait grandir à l'image, révélant sa taille démesurée jusqu'à être plus grand encore que l'astre qu'il s'apprêtait à attaquer. Et c'est quoi ce truc? C'est ce qui a détruit Phoenix? Sur la planète, depuis une dizaine de points devenus lumineux, on put voir en quelques secondes plusieurs faisceaux quitter la surface, se rejoindre pour fusionner et s'élancer vers la monstrueuse créature. Le choc sembla brutal et le calamar fut coupé en deux. Dana Ekarek Medrik, Ukaning Deroxys. La planète s'éloigna et rétrécit alors que le titan de l'espace sembla grossir, l'image s'approchant de la scène de sa mort. Depuis ses entrailles, un nombre incalculable, peut-être des centaines de milliers d'autres créatures à tentacules s'extirpèrent de la dépouille pour se mettre en rang. Ces militaires, fit remarquer Bagarre, c'est pas une horde écervelée, elles sont en formation. Les créatures se rassemblèrent en groupes du même nombre d'individus pour former des triangles qui se mirent à avancer vers la planète. Ukad, Nuada Dardana Kurvash. L'image s'éloigna de l'armée monstrueuse qui se formait pour se diriger vers la planète où une autre force militaire se déployait. Quittant l'astre pour le vide spatial, des milliers de guerriers à la peau mauve chevauchant des oiseaux de près de 3 mètres de haut, ressemblant à s'y méprendre à des aigles, se mettaient eux aussi en formation. L'image fit un puissant zoom sur un isolé qui se mettait devant la première ligne. Une créature humanoïde à la peau mauve plus foncée que les autres, totalement dénudée, aux cheveux hirsutes et barbus. Son bras droit, remplacé par ce qui semblait être une prothèse robotique, tenait une épée d'où émanait une lueur rouge. Nuada, Nardana, Kurvash. L'image recula jusqu'à voir les deux armées chargeant l'une contre l'autre. Plus elles s'approchaient, plus l'image les suivait. Ils continuèrent jusqu'au choc titanesque. S'ensuivit une bataille aussi brutale que surréaliste, où des guerriers à peau mauve chevauchant des aigles géants se battaient au corps à corps contre une nuée de calamars plus grands qu'un homme. Ce combat dura plusieurs minutes sous les yeux incrédules des chasseurs de primes, trop captivés par l'absurdité de ce qu'ils voyaient pour détourner le regard. Soudain, un vaisseau de métal apparut, aux dimensions encore plus démesurées que le premier calamar gigantesque. Des canons en sortirent et firent feu sur la mêlée, alors que des missiles qui devaient faire la taille des plus hauts gratte-ciel de la capitale de Sovat s'élancèrent. Certains des hommes mauves levèrent leurs armes d'où émanait une lumière vive. C'est là que l'image s'arrêta. Au-dessus de la table, des lettres rouges holographiques flottaient, clignotantes. « Bordel !» souffla le capitaine du vol de feu, sous le choc. « Ça veut dire quoi, ça ?»« Sûrement fichier corrompu ou bien lecture impossible ?» répondit Arnel. « Je parle pas de ça. Ce truc-là qu'on vient de voir, c'était quoi? Un film? Une fiction ?» « Je pense pas, » intervint Bagarre. « Regarde cette pièce.
Ça ressemble pas à une salle de cinéma ou de détente. À mon avis, c'était plutôt un rapport ou une archive. Tu veux dire que ce combat a vraiment eu lieu? Ces choses ont vraiment existé? Et que depuis que les milliers d'années que les derniers sillonnent la galaxie, personne ne les a vus? On n'en sait rien, intervint Arnel. Et on n'en saura pas plus. Faut trouver Urit maintenant, on réfléchira à tout ça plus tard. Urit n'est plus là, fit une voix dans leur dos. Ils se tournèrent, épaulant leurs armes pour tomber nez à nez avec un bas noir. La peau de l'individu était pâle, et sa maigreur squelettique témoignait d'un jeûne de plusieurs semaines. Tiens, un humain, fils d'une salope, d'une pute qui ne tient pas ses promesses et laisse crever ceux qui la suivent. Je vais te saigner en premier. Bagar ouvrit le feu, la salve déchiqueta le corps d'Urit Tanam qui tomba au sol. Mort. Enfin, un truc normal sur cette planète de merde, plaisanta le Sovat. James s'approcha et pointa la lumière de son casque sur la dépouille. Voilà, image enregistrée. On a une preuve à donner à Gunnar. Une voix robotique se fit entendre, la même que celle qui semblait commenter la bataille. Vous ne sortirez pas d'ici vivant. Toute la structure commença à trembler. On dégage! Le trio se mit à courir aussi vite qu'il pouvait en direction de la porte de sortie, alors que les couloirs qu'ils traversaient s'éboulaient autour d'eux. La peur au ventre, un instinct de survie plus puissant que tout, leur hurlait de sprinter plus vite, alors que tout s'écroulait sur les secrets de ce lieu perdu. Ils arrivèrent finalement à la porte, ouverte, qui les laissa sortir. Ils continuèrent leur course jusqu'au vol de feu, alors que la planète entière semblait trembler jusqu'à la destruction. Lorsqu'ils arrivèrent, le sas s'ouvrit. Ils entrèrent, s'écroulèrent au sol, essoufflés, mais ne sentirent pas le vaisseau décoller alors que petit à petit, les secousses cessèrent et un puissant mal de tête leur fit perdre connaissance. « Tu te réveilles enfin, t'étais le dernier !» fit la voix de Riley alors que James ouvrait lentement les yeux. Il était au poste d'infirmerie, dans un lit, à côté d'Arnel et de Bagar. « Bon, je vous laisse, on approche de Kyr. » La jeune fille quitta la pièce. « On a réussi à décoller? On a échappé au tremblement de terre ?» demanda James. Le dernier et le Sovat se regardèrent, perplexes. « Il n'y a pas eu de tremblement de terre, » répondit Arnel. « Ni aucune secousse dans le complexe. Nous sommes partis 3 jours. »« 3 jours ?» s'étonna le capitaine. « Non, ça n'a duré qu'1 heure ou 2. »« Nous sommes restés absents 3 jours, » acquiesça Bagar. Riley, Elgor et Okkar disent tous les 3 la même chose. Ils nous ont retrouvés dans le sas, paniqués et nos casques de scaphandre relevés. « Quoi? Mais on n'a pas... » « J'ai pas retiré mon casque, l'air était toxique. » Précisément, intervint Arnel. On a dû respirer un gaz hallucinogène. J'ai pas halluciné. J'ai même pris une photo d'Urit quand on l'a tué. Il y avait personne sur la photo, répondit Bagar. Urit est venu au vol de feu demander du secours et Okkar l'a descendu. James ne pouvait pas y croire. Il s'y refusait. Mais on a tous vu la même chose? C'était une hallucination collective, reprit Arnel. Hallucination collective, tu te fous de moi? On a vu cet hologramme, cette bataille, ces sièges gigantesques. Tu sais très bien qu'une hallucination collective, ça fonctionne pas comme ça. On croirait un journaliste de Tra qui ment sur des visions d'OVNI avant l'invasion. Arnel se leva de son lit et avança vers la sortie. J'ai pas de meilleure explication, alors c'est celle-là. Et il quitta la pièce. Cette porte de métal qui ne répond à aucun système informatique, ce signe d'une civilisation avancée et disparue. Ça, on l'a pas rêvé, insista James. On sait tous les 3 très bien ce qu'on a vu, mais à cause des gaz qu'on a respirés, personne nous croira. Alors autant écouter Arnel et garder ça pour nous. Bagar se leva et prit la direction de la sortie. Ma mère, c'était une femme bien, l'interpella James. Pas une salope, ni une pute qui ne tient pas ses promesses et laisse crever ceux qui la suivent. Bagar se tourna vers lui. Par la peur et les gaz, on était dans un état qui nous a fait voir des choses inexistantes, des images qu'on a mal interprétées, une interprétation qu'on s'est donnée les uns aux autres en parlant et en communiquant. C'est bien ça une hallucination collective. Mais si tout était faux, si on était seul dans cette grotte, et que ce qu'a dit ce bas noir n'était qu'une invention de mon esprit, tu peux me dire pourquoi tu te souviens exactement de ces paroles? Le Sovat baissa la tête, sans répondre, et passa la porte. Une hallucination collective, ça marche pas comme ça, pensa James, sans savoir qui il voulait convaincre, Bagar et Arnel, ou lui-même. En attendant, aujourd'hui, le secret de Phénix resterait un mystère, enterré loin sous la surface de ce caillou infernal. Fin de la partie
6.